Oh, cette ambiance de folie, mais c'est quoi ce match? On est où? Bah là tu vois, on est au Kingdom, un playground très connu de Harlem. C'est du streetball. Mais moi je voulais un épisode sur Kareem Abdul-Jabbar, et là ça a même pas de rapport avec la NBA. Pas de rapport? Ah mais si. Tiens, tu le reconnais lui? C'est le baron! Et lui? Ah ouais, ça c'est le monsieur qui joue dans l'équipe de Russell Westbrook. Voilà, c'est ça. Et lui, tu le connais lui? Kobe! Kobe! Bah tu vois bien que la NBA et le streetball sont jamais bien loin l'un de l'autre. Depuis qu'il existe, le basket est un sport qui est pratiqué en salle, sur du parquet moelleux, mais aussi partout où un panier peut être planté. À l'arrière d'une maison, dans un jardin, dans une chambre d'enfant, une cour de prison, une piscine, un pick-up qui roule, ou tout autre endroit insolite. Et bien évidemment, dans la rue, sur le bitume. Et oui, il suffit de très peu de choses pour jouer au basket. Un panier, ça on en trouve facilement. Un filet, parce que c'est tellement mieux quand il y en a un. Et l'essentiel, un ballon. Un plaisir à partager entre frères d'armes, ou en solo pour les acharner des longues et âpres sessions d'entraînement. Ah bah ça, on n'a rien sans rien, y a pas de miracle. Hein Jésus? Mais revenons au commencement. Dans les années 1900, les terrains de basket sont peu coûteux et faciles à mettre en place. Les municipalités états-uniennes y voient un bon moyen de développer les loisirs des classes défavorisées. Elles commencent donc à en construire en masse, permettant alors à ceux qui n'avaient pas les moyens de s'inscrire en club ou d'aller voir les matchs, de goûter aux joies de ce sport. C'est ainsi que le basket entra de plein fouet dans la rue, et inversement d'ailleurs, donnant naissance à une lame de fond qui au fil du temps influencera toujours un peu plus la planète orange. Car ce n'est pas un secret, le basket est un sport de rue. Une discipline urbaine dont les racines se sont développées à Harlem, plus précisément au niveau de la 155e rue et du fameux Rucker Park. Un terrain qui tient son nom de celui d'un prof, Holcomb Rucker, qui organisa dès les années 50 un tournoi de basket dont le but principal était de pousser les jeunes les plus démunis à venir faire du sport plutôt que de traîner dans les rues. Au fil des années et des stars qui l'ont foulé, le Rucker Park deviendra un endroit mythique, un antre incontournable pour tout streetballer qui se respecte, un lieu de pèlerinage, un peu comme le Saint-Jacques-de-Compostelle local quoi. À l'époque, alors que les Harlem Globetrotters amusent déjà les foules à travers le monde entier depuis 1929, avec quelques tours de passe-passe à cheval entre balle orange et divertissement, tiens, salut Wilt, alors combien de points ce soir? Et alors que le basket officiel ressemblait toujours à ça, ou à ça, oui, c'est très très blanc. La rue offre aux joueurs une tribune de liberté que ces pionniers du streetball transforment en moyen d'expression à part entière. Un courant nouveau est en train de naître dans les méandres de la Big Apple. Un courant teinté d'élégance, attisant la curiosité des petits et des grands, avec ses codes, ses coutumes et ses grandes figures. Un courant qui va pousser sur le devant de la scène de futures légendes. Car inévitablement, la NBA va commencer à regarder de très près cette nouvelle culture basket, à lui faire des yeux très doux même, voire commencer à la bécoter gentiment. Ah, c'est beau l'amour. Oui, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Dans les années 60, des garçons comme Kareem Abdul-Jabbar, Connie Hawkins, Nate Archibald et surtout Julius Erving ont fait trembler l'asphalte avant d'aller imposer leurs lois en NBA et d'y réaliser les carrières que l'on sait. Bah non, justement, on connaît pas. On attend toujours les épisodes. Ouais, t'as raison, va falloir que j'en parle un jour. T'as vu de quoi il était capable, Julius? Toujours est-il que c'est bien ici, à New York, sur le bitume coloré de Rucker et d'autres playgrounds aux alentours, comme celui d'Amsterdam Avenue, que d'immenses joueurs se sont fait un nom. Ah oui, parce que dans la rue, on ne s'autoproclame pas The Chosen One ou Swaggy P impunément. Non, 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 c'est le public qui vous donne un surnom. Bon, il y a toujours quelques exceptions. Hein, mon Julius? They would call him different names, Little Hawk. He went over to the announcer and said, I'm not the Little Hawk. That's Connie Hawk. So then they call him the Claw. Oh man, the Claw's got the ball going. I was like, I'm thinking, I wonder who he's talking about. He's calling me the Claw. I didn't want to be the Claw. They would call him all sorts of names. Oh, what a rebound by Black Moses. Black Moses, what are you talking about? He said, if you want to call me anything, call me the doctor. So you know, they said, well, the doctor is operating tonight. Dr. J, Dr. J. Ah, j'ai l'impression que ça a plutôt bien pris. Tiens, en parlant de surnoms, le roi du Skyhook et Dr. Julius ont eu le privilège de jouer avec celui qui est encore considéré aujourd'hui comme le GOAT, Monsieur Earl Manigault. Ouais, greatest of all time, rien que ça, tranquille. Ce petit bonhomme d'1m85 a fait parler de lui pendant des années et n'a cessé d'impressionner avec son fameux double dunk et sa détente phénoménale. La légende raconte même qu'il pouvait aller chercher une pièce de monnaie sur le haut de la planche. Allez Gérald, on peut rentrer chez soi, là, ça m'a fait plaisir. Eh oui, si Michael Jordan n'a jamais été officiellement surnommé The GOAT, c'est tout simplement parce que c'était déjà pris. Pourtant, la Grande Ligue ne goûtera pas au plaisir de voir Manigault sur ses parquets, car il était éperdument amoureux de l'héroïne, cette dame blanche dont il n'a jamais su refuser les avances.
Mais pour le grand Karim, s'il n'y avait qu'un nom à retenir... Well, if I was limited to just one, jeez, that would have to be the GOAT. Ils sont quelques autres d'ailleurs à avoir préféré rester peinards dans leur quartier et ne pas répondre aux appels de la NBA. Des gars comme Joe the Destroyer Hammond, qui est ici en train d'enfiler les perles, ou Pee Wee Kirkland notamment. Deux gars qui ont écumé les playgrounds new-yorkais à la même période, mais qui n'ont pas désiré faire le grand saut chez les pros. Et si un Kirkland assagi milite aujourd'hui de manière active afin de sensibiliser les âmes les plus fragiles pour leur éviter un destin à la Manigo, les raisons de sa non-venue en NBA sont un peu moins louables. Comme celle de son pote Hammond d'ailleurs. Bon, c'est bon Joe, tu peux arrêter, on a vu que tu savais shooter. Quelques décennies plus tard, ils ont été imités par deux autres légendes controversées des playgrounds new-yorkais et californiens, Ed Booger Smith et Demetrius Mitchell, dit Hook. Tous deux avaient du talent plein les mains, mais à leur tour, ils n'ont pas percé au plus haut niveau au cours des années 90. Et si Booger a opté pour une vie de hustler émérite dans son quartier plutôt que de poursuivre son cursus universitaire, Hook, quant à lui, a préféré passer par la caserne à feu, crack et prison, détruisant ainsi toute possibilité pour lui de devenir un joueur professionnel. Pourtant, une chose restera éternelle chez Mitchell, malgré le gâchis qu'il représente. Cette admiration inébranlable que lui vouent Gary Payton et Jason Kidd. He was like the playground legend because he was 5'9", had incredible hops. He was better than Jason, he was better than Antonio, he was better than everybody. Ah bah ça, dans la cour de prison, en 3 contre 3, il devait faire du bien l'ami Demetrius. Bien qu'ils peuvent toujours nourrir d'immenses regrets, faute de ne jamais avoir osé se frotter à la rigueur du monde professionnel, ces gars-là n'avaient rien à prouver en NBA finalement. Leur légende s'est écrite à même les playgrounds, à l'encre de leur sueur, et des cris de liesse ininterrompus de spectateurs subjugués. Ah, c'est beau ce que tu dis quand même. Ah bah moi tu sais le basket, ça me transporte. Enfin bref, ce que je veux dire c'est que si le basket de rue existe depuis la nuit des temps, il n'a pas toujours eu l'importance qu'il mérite dans le monde de la balle orange. Et quand la renommée de la NBA a littéralement explosé en 92, grâce à l'impact médiatique fabuleux de la Dream Team, Magic Johnson et Michael Jordan notamment sont devenus des icônes, des stars planétaires qui ont influencé des générations entières de joueurs. Dans le même temps, le streetball a également profité de toutes ces retombées bénéfiques pour bientôt connaître son âge d'or. En France par exemple, les tournois de rue se multiplient et sont sponsorisés par les plus grandes marques. Le streetball devient un marché de plus en plus porteur. Des compétitions appelées Adidas Streetball ou Reebok Blacktop pullulent partout dans l'Hexagone et en Europe. On joue en 3 contre 3, on défend en individuel. Ah, ça nous fait tout drôle à nous autres Européens, ça. Oui, c'est bien la rue qui est en train de pousser le basketball sur le devant de la scène et dans le cœur de tous les ados. Car nos médias sont un poil à la bourre. Ils n'ont pas encore saisi l'aspect spectaculaire et tellement télégénique de ce sport qui est le plus beau de tous. On va pas se mentir. Regarder et suivre la NBA en France n'est pas aussi aisé qu'aujourd'hui. Limite un enfer. Il fallait prendre rendez-vous avec la Grande Ligue. Et à partir du milieu des années 90, le streetball va enfin faire son entrée fracassante dans le monde professionnel. Il y a tout d'abord la Draft 96. Cette cuvée est l'une des meilleures de l'histoire, c'est indéniable, mais elle est surtout tellement labellisée basket de rue. Allen The Answer Iverson en numéro 1, Stephen Marbury, surnommé Starbury, en numéro 4, Ray Allen Shuttlesworth en numéro 5, Kobe Bryant en numéro 13, Steve Nash en 15, Jermaine O'Neal en 17. Si ça, c'est pas une draft qui respire le goudron et l'insolence. Les gars de cette draft 96 et bien d'autres ensuite, dont certains sont tout simplement devenus des légendes du basket, ont importé, voire imposé, des principes de jeu assez révolutionnaires finalement par rapport à ce qui se faisait avant eux. Des joueurs comme Allen Iverson ou Kobe Bryant ont considérablement modifié la façon d'attaquer en NBA. Ils ont amené une énorme dose d'isolation et ils ont été les premiers à le faire autant. C'est bien simple, aujourd'hui dans les grands moments d'un match, comme les dernières minutes d'un quart-temps par exemple, on voit très souvent le meilleur joueur, ou celui qui pense l'être, prendre la balle et demander à tout le monde de s'écarter pour jouer son défenseur en 1 contre 1. Bien évidemment, tout cela n'est pas le fruit du hasard, et ça a mis un peu de temps avant de véritablement rentrer dans les mœurs. Mais au bout du compte, les principes venus du streetball sont désormais incontournables au plus haut niveau du basket, comme l'avait si bien senti venir notre Tony National. Là, tu vois, il faut pas trop faire ça en club, tu vois, parce qu'en club, tu sais, il y a trop d'enjeux, tu vois, il y a de l'argent en jeu, il y a la pression et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui préfèrent jouer en playground. Mais maintenant, avec les clubs qui s'ouvrent un peu et qui donnent un peu plus de liberté, en essayant de relier les deux, je pense que c'est possible maintenant de faire un peu les deux baskets. Et ouais, aujourd'hui ça dribble entre les jambes ou dans le dos en plein match, ça cherche le crossover bien humiliant. Le show NBA passe aussi par ce type de move dorénavant. Des moves qui sont devenus la marque de fabrique, la signature de certains basketteurs qui ont fait du streetball leur métier.
À l'image de notre ami Bone Collector, qui s'en prend ici directement à l'amour-propre de son adversaire, avant de tranquillement déposer la cerise sur le gâteau de cette humiliation publique. Comme dirait Tata Nicole, il n'y a plus de respect. Hein. Et si on vous dit A.O., Silk, Hélicoptère, Hot Sauce, The Professor, The Pharmacist ou Alimo du collectif N1, ça vous rappelle rien ? Profitant du boom planétaire de YouTube, le phénomène N1, plus connu sous la dénomination N1 Mixtape, débarque tel un ouragan dans le quotidien des ballers du monde entier aux prémices des années 2000. Déclinaison moderne de l'héritage copieusement sous-estimé des Harlem Globetrotters, ce véritable théâtre basketballistique à ciel ouvert fut marqué à sa naissance par le saut d'un créateur au talent inégalé, Rafer Alston, ou plutôt Skip to My Lou, qui transportait le public par la magie de ses dribbles chaloupés et ses mises en scène délirantes. Exposant une attitude décomplexée aux yeux des plus jeunes, mais également des anciens qui saluent alors leur impétuosité, le phénomène s'implante véritablement grâce à ses meilleures performances, qui mixtape après mixtape, ville après ville, ont parcouru les 5 continents afin de faire admirer leur handle de grands malades, de faire rugir toute une foule au rythme de mouvements et de gestes hors du commun. Le streetball est donc en train de faire sensation en société. Les modèles de la nouvelle génération ne sont plus seulement les stars NBA, mais aussi celles des mixtapes. D'ailleurs, N1 n'est pas simplement un cirque de la balle orange. C'est au départ un équipementier qui a su s'infiltrer progressivement en NBA, notamment avec Latrell Sprewell, Stephon Marbury, Jason Williams, Monta Ellis et sans oublier Monsieur Vince Carter, qui a rendu inoubliable le concours de Dunk 2000 avec les célèbres Tai Chi au pied. En définitive, ces 10 mixtapes retraçant les exploits de ces troubadours du basket ont permis de vulgariser à vitesse grand V les tournois semi-professionnels qui se déroulaient et se déroulent encore à l'incontournable Rucker Park. Là tu vois, on est en 2002, et c'est un Kobe fraîchement auréolé de son 3e titre de champion obtenu dans le sillage du Gros Shaq qui se pointe, tout sauf incognito dans la grosse pomme, sur l'Illus Playground d'Harlem en plein après-midi. Ah le Kobe quoi. On peut pas lui enlever qu'il a le sens du spectacle. Fidèle à lui-même, celui que tout le monde va baptiser Lord of the Rings, va en profiter pour assurer le show devant une cohorte de fans tous acquis à sa cause. Dis-moi mon filou, c'est pas dans le playbook ça il me semble. Tel un rappeur haranguant son public déchaîné, Kobe nous rappelle que le streetball ne se résume pas à quelques crossovers et 2 ou 3 dribbles créatifs, mais qu'il est bel et bien un rouage de l'entertainment populaire, un spectacle complet aux disciplines nombreuses et rythmé par les vibrations du hip-hop. Encore une fois, tout nous ramène vers Harlem, vers New York, et l'idée que c'est bel et bien la Mecque du basket, le temple sacré pour tout streetballer qui rêve de reconnaissance, de forger sa propre légende. Comme en ce mois d'août 2003, où semblables à des mécènes, Jay-Z et Fat Joe n'hésitent pas à mettre leur street crédibilité en jeu pour organiser ce qui aurait dû être le match du siècle entre 2 équipes monstrueuses montées de toutes pièces et financées par ces cadors de l'industrie musicale. Alors là, ça sent la rue. Ça parle de tous les côtés, les plus grandes stars du moment sont annoncées, 15 000 personnes sont au rendez-vous, même le Gros Shaq a pris l'avion pour venir. Et pour que la fête soit complète, le surnommé Ova avait convaincu son fan numéro 1 de l'époque, un certain LeBron James, d'amener ses talents à Rucker. Après un premier match annulé pour cause de blackout total sur la Big Apple, rendez-vous est pris pour quelques jours plus tard. Et Fat Joe, le fils caché de Big Punisher, sera bien là pour en découdre. Mais il aura beau ruminer pendant 2 heures, aucun adversaire ne se présentera. Faut dire qu'il avait sûrement mieux à faire, Mr. Z. Bah ouais, il avait piscine, avec Beyoncé dedans. Ah bah tout de suite ça fait réfléchir. De l'autre côté de l'Atlantique, dans notre beau pays, une grosse fête du basket de rue n'a cessé de prendre de l'ampleur. Le fameux Quai 54 qui chaque année se tient à Paris au début de l'été. Lors de ce tournoi, les meilleurs amateurs des 4 coins du globe viennent se frotter à des équipes de pros, sans pudeur et avec la rage au ventre. Le défi physique y est très relevé, les contacts rugueux et l'ambiance électrique. Autour de ces rassemblements de streetballers gravitent des attractions satellites comme des concours de danse endiablés, du beatboxing, du 1 contre 1 et bien sûr un bon vieux slam dunk contest pour définitivement enflammer le public.
Invités par les grandes enseignes finançant les différents événements, les meilleurs voltigeurs viennent à chaque fois vérifier qui a la plus grosse. On parle bien de détente là, hein? Bah évidemment. Dommage. Tiens, regarde celle-là, elle est pas mal, non? Ah ouais! Les dunkers de la rue n'ont pas besoin d'une voiture fabriquée en Asie ou d'une cape rouge tricotée à la main pour nous en mettre plein les mirettes. Comme toute famille, celle des casseurs d'arceaux a son big boss, Kadour Ziani, ou le Zianimal. Depuis 1988, il épate le monde du basket et a écrasé des dizaines de concours alors qu'il ne mesure qu'1,80 m. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la succession de l'ami Kadour est plus qu'assurée. Parce que dans son sillage, une hallucinante confrérie de marsupilami a vu le jour. Ils se baladent aux quatre coins du globe pour exposer leur qualité athlétique de super-héros et leur créativité sans limite. Là franchement, on change de planète. Car aussi injuste que cela puisse paraître, il est clair que ces gars-là ne sont pas soumis aux mêmes lois de la gravité que nous autres, les humains. Voici T-Dub, avec ce petit 540 à deux mains, et ses copains des Team Flight Brothers, Golden Child et Lipek Lipinski. Ah oui, je t'avais prévenu, ça va haut. Très 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 haut. Lui, c'est Justin Darlington, qui associe ici gymnastique et dunk contest. Là, c'est Guy Dupuis, qui envoie une petite douceur sous le nez de John Wall et devant un Zach Lavine qui semble tout chambouler le pauvre petit. Du coup, il ne vaudrait peut-être mieux pas lui montrer le Lost and Found de Jordan Kilgannon, ou cet exploit à deux mains de Kenny Dobbs. Ouais, il est facile le garçon. Pour résumer, que ce soit ces bowlers spécialisés dans le maniement des émotions et du cuir, ou ces esthètes de la destruction d'arceaux, tous œuvrent à la réussite de ces rendez-vous de la street culture. Grâce à eux, le feu passionnel du basket ne s'éteint jamais, en hiver et surtout en été. Car au moment où l'ultime buzzer de la saison NBA retentit, la balle, elle, n'a pas fini de rebondir. Mieux, c'est une toute autre compétition qui démarre. Alors que les pros profitent de l'intersaison pour garder la ligne et bosser sur leurs lacunes, les fans ont l'occasion de les contempler de plus près. D'où l'intérêt majeur de compétitions telles que la Goodman League à Washington, la Seattle Pro-Am de Jamal Crawford, la Drew League en plein cœur de South Central, et bien sûr, l'inoubliable Rocker de Gotham City. Prenant d'assaut les playgrounds, comme les gymnases dès que la pluie s'incruste à la fiesta, les insatiables chercheurs d'adrénaline, comme Kevin Durant, Tony Wharton, Isaiah Thomas, Michael Beasley ou encore James Harden et Kiwi Gardner, nous livrent régulièrement des performances gargantuesques. Pour preuve, comment effacer de notre mémoire ces 66 points marqués par Durantula dans le brasier new-yorkais, ou encore cette arabesque géniale du très regretté Lamar Odom sous le regard d'un Jay-Z et d'un LeBron tout jeune encore médusé. Et quand en 2011, un lockout prive les joueurs et leurs fans d'une reprise normale de la Grande Ligue vers fin octobre, c'est la rue qui reprend immédiatement ses droits. Car pendant que le syndicat de joueurs millionnaires est à la table des négos avec une poignée de milliardaires propriétaires de franchises, le streetball règne en maître sur le monde du basket. Sous le slogan « Basketball never stops », la balle orange continue de vivre intensément, même en cette période de disette NBA. Et oui, le basket ne s'arrête jamais. Enfin, c'est en tout cas ce que le département marketing de Nike a réussi à faire croire à ce pauvre Greg Oden. Et si, parfois le basket s'arrête. Quoi qu'il en soit, le basket de rue en a fait du chemin depuis sa création, pour constituer aujourd'hui un pilier du basket professionnel et de la balle orange en général. Car porté par des valeurs d'ouverture et de tolérance qui sont inscrites dans son ADN depuis ses débuts, le streetball véhicule la fabuleuse idée que tout est possible. Car oui, sur un playground, il n'existe pas de frontières ou de sélection à l'entrée. N'importe qui peut jouer, et ce quelle que soit la marque de ses chaussures, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son niveau. Oui, petits et grands, costauds et moins costauds, trash talkers ou timides, tous ont leur place sur le bitume. Tout le monde a son mot à dire pour peu qu'il ose se lancer dans le grand bain. Sur un playground, c'est la notion de plaisir qui prime. Le talent est roi, mais il n'a pas de visage, pas d'apparence fixe ou de style vestimentaire particulier. Alors désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tous à vos ballons et à l'attaque. Faudra pas oublier de défendre quand même. Important la défense.